Aujourd'hui, nous allons fabriquer du cuir avec des fruits. J'ai quand même déjà coupé des fruits dans ma vie. Je vais bien y arriver. Ça va? Massacre à l'ananas. Exactement. C'est vrai que ça fait bizarre. Il faut utiliser le couteau. Ça y est, J'espère que je vais y arriver. je suis arrivé à extraire le cylindre. Pour que ça ressemble à du cuir, ça doit rester en un seul morceau. Pas mal. Voilà, parfait. Nous y voilà. On lui a fait la peau. C'est souple, flexible. C'est vraiment étonnant. Il faut veiller à ne pas la déchirer. C'est ça. Ça a une texture assez intéressante, je dois dire. Je n'avais jamais vu un fruit sous cette forme. Bienvenue dans notre cuisine expérimentale. Sauf qu'on n'est pas là pour cuisiner. Mais prends le relais. Nous allons parler de cuir végétal. Sauver la peau des animaux, c'est l'objectif de Jessica Bouling, qui crée des produits durables et responsables. En voici un, par exemple. Avant, c'était peut-être un pamplemousse. Une chaussure en fruits. Génial, non? C'est fou. Ou alors, c'était un melon. C'est étonnamment souple. Je n'en reviens pas. C'est une idée géniale, je trouve. Je n'ai pas beaucoup de choses en cuir. Cette veste est l'un des rares objets en cuir que je possède. Je l'aime beaucoup et elle va durer Éternellement. au moins 80 ans. Est-ce que cette chaussure durera aussi longtemps? J'ai encore des doutes. Mais la question est, pourquoi chercher une solution alternative? Le cuir s'adapte comme une seconde peau. Il respire et pourtant, il est imperméable. Mais cet étonnant produit naturel se paie au prix fort. 9 milliards de chaussures sont produites chaque année dans le monde. Avec plus de 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'industrie du cuir a le vent en poupe. Chaque année, c'est la peau d'1,4 milliard bovins, caprins et ovins qui est transformée en cuir, soit environ 2 fois la population européenne. Mais d'où vient tout ce cuir? Et comment est-il manufacturé? Ce n'est pas cette chaussure qui nous le dira. Même s'il est écrit dessus « Made in France » ou « Made in Germany », cela signifie seulement que les dernières étapes du processus y ont été effectuées. L'étiquetage obligatoire s'arrête là. Et même si nous mangeons beaucoup de viande, il y a de fortes chances que le cuir de cette chaussure vienne de l'autre bout du globe. D'après les statistiques de l'ONU, environ 80% du cuir est issu de pays en voie de développement. À peine 2% viennent de France ou d'Allemagne. Et il s'agit alors de produits haut de gamme. Mais de quels animaux provient le cuir que nous portons? C'est probablement de la peau de vache, de chèvre ou d'agneau. Mais il existe aussi du cuir de chat et de chien. Leur peau très souple est particulièrement indiquée pour les gants. Une précision rarement mentionnée sur l'étiquette. Pour que la peau de l'animal devienne un cuir résistant, il faut la tanner. Le processus est complexe. En Europe, la réglementation sur l'environnement, le travail et la protection animale est très stricte. Ailleurs dans le monde, elle est souvent moins contraignante. Le tannage demande beaucoup d'eau, une ressource souvent rare dans les pays émergents. Mais il faut aussi du chrome et d'autres produits chimiques dangereux. Les ouvriers y sont souvent exposés sans aucune protection. L'impact sur l'environnement est dévastateur. À Dhaka, la capitale du Bangladesh, le quartier d'Hazaribagh abrite plus d'une centaine de tanneries qui déversent chaque jour 21 millions de litres de déchets toxiques dans la rivière. La principale source d'eau des habitants est l'une des plus polluées de la planète. Au Bangladesh, 14 millions de peaux sont transformées chaque année en cuir tanné. La plupart prendront la route de l'Europe, l'Italie étant le premier importateur.
ce cuir finit par arriver jusqu'à nous, consommateurs. Lors du tannage, l'oxyde de chrome peut se transformer en trioxyde de chrome, susceptible de provoquer allergies et cancers. En 2014, l'Office fédéral allemand pour la protection des consommateurs a analysé près de 400 produits en cuir. Résultat, une paire de chaussures sur 4 contient du trioxyde de chrome. Quant aux autres articles de cuir, c'est un vêtement sur 3 qui dépasse les doses autorisées. La transpiration peut dissoudre le trioxyde de chrome et les chaussettes n'offrent pas une protection suffisante. En la matière, les produits européens ne font d'ailleurs guère mieux que ceux venus d'Asie. Bien sûr, il existe aussi du cuir issu de la production durable. Il est en outre possible de tanner sans chrome. Le processus n'est cependant pas courant et il est coûteux. À l'échelle mondiale, la production de cuir génère d'importants dommages pour les animaux, les humains et l'environnement. D'où vient le cuir que nous portons? Comment a-t-il été produit? En l'absence d'étiquetage obligatoire, impossible de le savoir. Mais il existe aujourd'hui une solution de substitution au cuir animal, le cuir de fruits. Je ne sais pas toi, mais moi au début, j'avais du mal à imaginer qu'un melon Gallia puisse finir en chaussures. Mais là franchement, je commence à y croire. Le tien, oui. Le mien demande encore un peu d'imagination. Jessica, comment t'es venue l'idée de transformer la peau d'ananas en cuir? L'an dernier, à l'école supérieure de design de Schwäbisch Gmünd, j'ai fait mon mémoire de master sur ce sujet. J'ai voulu explorer les alternatives durables au cuir animal, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'ananas et aux fruits en général. Mais la chair du fruit, c'est bon. On ne la jette pas quand même. Non, surtout pas. J'ai fait des recherches et c'est justement l'ananas qui offre le plus de potentiel, parce qu'il est traité dans le pays d'origine. La chair du fruit est extraite à l'emporte-pièce et je ne prends que la peau, qui serait jetée. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette matière? Le cuir a ce qu'on appelle un grain. Le grain, ce sont ces aspérités de surface que nous avons aussi sur la peau. La peau des fruits présente aussi cette particularité. Et c'est quelque chose dont on peut tirer parti. Bien sûr, pour obtenir un vrai effet de cuir, il faut procéder à une teinture. Parce que tous les cuirs ont une couleur. Noir, brun, jaune. Et ce qui est en train de mijoter là, c'est... On dirait du jus de raisin, mais ça sent rien. C'est pour la teinture? Tout à fait. C'est notre bac de couleurs. Je vais remuer un peu pour que la couleur se répartisse bien. C'est quoi cette teinture? Ce sont des pigments végétaux mélangés à de l'eau. J'ajoute un peu d'essence de vinaigre pour que la peau prenne mieux la couleur. Vous allez pouvoir y plonger vos écorces de fruits. Ça va donc donner du noir. C'est bien ça? Tout à fait. Cela nous fera un beau cuir noir. Ok. Allons-y. Dans un premier temps, il s'agit uniquement de colorer la peau. Oui. Mais ça ne la protège pas encore. Non, ça, ce sera l'étape suivante. D'accord. Ça cuit combien de temps? Il faut encore attendre une demi-heure. Je vais augmenter un peu la température. On va manger de la salade de fruits en attendant. Je dois dire qu'au niveau de la texture, la pastèque est vraiment pas mal. Je suis impressionnée. Fais voir l'autre côté. C'est joli aussi, je trouve. Mais la structure du melon Gallia me plaît bien, je dois dire. Ici, c'est bluffant. Là, je suis encore un peu sceptique. Comment va-t-on protéger cette pelure d'ananas? On va utiliser de la glycérine. La glycérine est un alcool de sucre comestible obtenu à partir de plantes. Elle rend la peau des fruits souple et résistante et permet de la conserver. C'est quand même du travail. Est-ce que ce serait faisable à grande échelle? Bonne question. Pour moi, il s'agissait surtout de trouver une idée, d'offrir une alternative et de proposer une esthétique nouvelle. Jessica a déjà testé d'innombrables méthodes pour la conservation et la teinture.
Voici le melon Gallia, ici en rose, et la pastèque. Pour la pastèque, c'est impressionnant. Surtout la partie interne. On dirait presque du caoutchouc. C'est parfait. Comment as-tu fait? Exactement ce que vous venez de faire. Ah oui? C'est le même processus. Est-ce que le melon est pour toi le fruit le plus prometteur? Non. Je vais vous montrer ce qu'on a obtenu avec l'ananas. Ah, ça alors, c'est génial. L'écorce est vraiment dure. On dirait presque du plaquage en bois. L'idée, c'est de donner à ce plaquage une consistance plus proche du cuir, plus douce, plus flexible. Mais pour cela, je vais devoir faire appel à un biochimiste. Le cuir d'ananas est encore en phase de développement. Mais il existe déjà sur le marché un bon produit de remplacement pour le cuir à base de liège. Comment transformer un chêne-liège en portefeuille? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Direction le Portugal. Ces chênes magnifiques peuvent stocker de grandes quantités de CO2. En plus, inutile de les abattre pour récolter leur précieuse écorce. L'environnement y gagne à tous les coups. Michael Spitzbart, styliste engagé dans le développement durable, est bien de cet avis. Pour lui, le liège est l'alternative idéale au cuir. Au Portugal, le liège est utilisé depuis des décennies. Nous, on essaye de lui trouver une application textile avec un aspect élégant. C'est auprès de cette usine qu'il se fournit. 50 tonnes d'écorce de liège sont traitées chaque jour ici. Après 6 mois de séchage, l'écorce est stérilisée pour éliminer les germes. Ce processus rendra en outre l'écorce plus flexible. Elle perdra la forme arrondie du tronc d'arbre et pourra être aplatie, ce qui facilitera les étapes ultérieures. Cette usine fabrique de nombreux produits en liège, à commencer par le bouchon viticole découpé par tubage. Le reste sera réduit en granulés, puis transformé en tableau d'affichage et en dessous de verre. Mais pour son cuir végétal, Michael utilise l'écorce entière. Ici, vous pouvez voir les blocs de liège enchâssés dans ces rouleaux. Et à partir de là, nous allons pouvoir découper une couche de 0,3 à 0,4 mm. Et pour que cette mince couche de liège soit utilisable, elle doit encore subir un traitement essentiel. Le plus grand défi avec le liège, c'est de le rendre vraiment résistant, pour qu'il ne se déchire pas et résiste bien à la sollicitation. Pour cela, il faut un matériau de support. En l'occurrence, un calicot de coton bio. C'est ce qui permettra le laminage de la feuille de liège. Après cette opération, le cuir de liège est quasiment prêt à l'emploi. Ici, nous vérifions s'il n'y a pas de déchirure ou de trous dans le liège. Et si tout sort bien en parfait état de la machine. La suite se passe au centre-ville de Porto. Cette manufacture traditionnelle s'est spécialisée dans les petits accessoires haut de gamme. À l'origine, elle ne travaillait que le cuir véritable. Jusqu'à ce que Michael, accompagné de sa collègue Lena, viennent présenter leur projet. Aujourd'hui, le patron est un ardent défenseur du liège. Au début, le traitement du liège nous a posé quelques problèmes. Mais grâce à de nouveaux équipements et quelques adaptations, la production est maintenant plus fluide et plus rapide. Nous voyons naître ici les premières pièces de ce qui sera un porte-monnaie. Mais si les produits des deux stylistes sont entièrement fabriqués au Portugal, ce n'est pas seulement pour privilégier les circuits courts. En ce qui concerne la fabrication des accessoires, ces gens ont un vrai savoir-faire. On voit bien que c'est une petite entreprise familiale. Tout le monde travaille encore à la main et on s'y sent bien. Petit à petit, l'écorce d'un arbre devient effectivement un porte-monnaie. Non seulement il est pratique et esthétique, mais il contribue également à maintenir en vie la longue tradition du liège au Portugal. C'est bon pour l'économie locale et l'environnement.
Une belle victoire pour nos designers écologistes. On est très contents d'avoir découvert cette manufacture. Ça leur plaît d'expérimenter avec nous, de tester de nouveaux matériaux. Nous avons hâte de voir tout ce que nous allons pouvoir essayer. Voilà qui semble très robuste. C'est très souple, ça tient bien. Je pense que ce portefeuille résisterait à mes mauvais traitements. Voici une veste en cuir de liège. Quoi? Ça, je n'aurais jamais cru. C'est bizarre au toucher. Excuse-moi, mais c'est un peu trop dur à mon avis. Essaye là. Pour une veste. Et puis, ça fait un drôle de bruit. Le liège, c'est comme le cuir, ça s'assouplit. Quand on s'achète une veste neuve, elle est un peu raide au début. Mais apparemment, le liège n'est pas ton matériau de prédilection. Tu préfères les fruits comme les oranges, les melons? Oui. D'abord parce que visuellement, le liège fait moins chic que le cuir. Ça fait très bio. En effet. Très écolo, oui. On est tout de suite catalogué mangeur de muesli. Ne dis pas de mal du muesli. Donc, l'aspect est un point important pour moi. Ce que je voulais, c'était obtenir une matière élégante et végétale. C'était ça l'idée. Mais il existe encore d'autres produits naturels à explorer. Celui-là a un petit côté velours. On dirait de la suédine. Cette ceinture contient 80% de fibres d'eucalyptus et 20% de plastique PET recyclé. Je me vois bien acheter ce genre de choses. C'est très joli. Ça, c'est de l'amadouvier, une sorte de champignon. Il en pousse même dans nos forêts. Pour moi, ça ressemble un peu à du papier, là. Moi aussi. Je trouve qu'on dirait du papier ciré. Ça, c'est du pignatex. Et c'est fait à partir de fibres d'ananas. Émilie et moi, on aurait bien aimé fabriquer quelque chose avec une de tes matières. Mais on n'a pas trop d'idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que diriez-vous d'un boîtier pour portable? On va déjà chercher les plus gros morceaux. Ça m'intéresserait beaucoup de travailler sur la pastèque. Je trouve la texture vraiment formidable. Moi aussi. Tiens, c'est assez grand, tu crois? Certainement. Il nous faut donc 2 morceaux. Tout à fait. Très bien. Ces deux-là? Tiens, regarde, c'est pas génial ça? On en fait un en pastèque et l'autre en melon galliard. Oui, on peut faire comme ça. Voyons un peu. Bon, tu peux déjà coudre ces 2 pièces. Ça va se présenter comment? C'est ce côté-ci ou ce côté-là qu'on verra? À toi de décider. Je préférerais avoir ce côté à l'extérieur. Il faudrait donc le coudre comme ça. On y va? Comme ça? Attends un instant. De toute façon, il faut s'arrêter, on est arrivé au bout. Il va falloir ouvrir parce que... En continuant dans le vide, le fil s'est emmêlé. C'est vrai que je ne suis pas très pro. Les matières sur lesquelles Émilie et moi sommes en train de travailler sont encore à l'étude. Mais nous nous sommes demandé ce que valaient vraiment tous les produits de substitution au cuir qui sont déjà sur le marché. Pour en avoir le cœur net, nous avons envoyé nos produits en Saxe, à Freiberg, où a été fondé il y a plus de 120 ans le premier institut allemand de recherche sur l'industrie du cuir. Aujourd'hui, le cuir, mais aussi le cuir synthétique, n'a plus de secret pour cet institut. 5 matières vont passer au banc d'essai. L'amadouvier, tout en souplesse. Le liège, tout en finesse. Un composé de vieux papier et de latex appelé yakroki, mais aussi du pignatex en fibre d'ananas, ainsi qu'un simili-cuir classique, issu non pas du pétrole, mais de matières premières renouvelables. Leurs performances vont être examinées et comparées avec celles du cuir traditionnel. Nous pouvons déterminer de nombreuses propriétés, bien sûr. Mais nous allons d'abord nous pencher sur la structure de ces matières. Et là, un examen microscopique s'impose. Cet examen nous donnera de premières informations sur sa résistance.
Là, c'est le liège. Ici, nous distinguons la structure poreuse avec les petites poches d'air qui rendent la matière globalement très légère, bien sûr. Au pliage, c'est au niveau des bulles d'air que le matériau aura tendance à former des plis et des déchirures. Tout à fait. C'est là que ça commence. Le test de pliage nous dira ce qu'il en est réellement. Prenons l'amadouvier. Il se compose de fibres très fines, imbriquées de façon lâche. Nous verrons ce qu'il en est de leur stabilité. Il en va de même du pignatex. Le revêtement de surface est lisse, mais la coupe met en évidence des fibres d'ananas fortement comprimées. Le yakroki, ce papier à base de latex, affiche lui aussi des fibres, mais leur structure semble plus compacte. En est-il plus solide pour autant? Prochaine étape, le test de charge. Pour cela, il faut préparer plusieurs échantillons de même forme. Cette machine permet de tester la résistance au pliage. Voici un mouvement d'angulation comme en subissent tous les jours les chaussures et les vestes. À quoi vont ressembler nos candidats après 50 000 pliures? À côté, s'effectue le test de résistance à la déchirure. Commençons par le liège. Il tient aisément la comparaison avec le cuir véritable. Il ne cède qu'à partir de 10 kg. Et les fibres d'ananas? Elles supportent tout autant et s'étirent amplement avant de rompre. Entre-temps, nos échantillons ont passé le test du pliage à répétition. Mais dans quel état? Que ce soit au pliage ou à la déchirure, les résultats varient sensiblement. Et on est parfois bien loin de ce que l'examen microscopique laissait supposer. Contre toute attente, certains matériaux se sont révélés très résistants, comme l'amadouvier, qui supporte fort bien le pliage répété. Même après 50 000 cycles de chargement, il n'affichait aucune modification de surface. Par contre, dès 500 cycles, les combinaisons liège et textile accusaient des déchirures très nettes. Les autres matières ont toutes mieux supporté le pliage que le liège. Qu'en est-il du test de déchirure? Pour l'amadouvier notamment, la résistance maximum à la rupture n'était que de 6 newtons. Ce matériau ne se prêterait donc pas à un usage impliquant un gros effort de traction. Par contre, une matière comme le pignatex, qui affiche une résistance à la rupture de 150 newtons, est donc très robuste, à l'inverse justement de l'amadouvier. Le liège et le yakroki ont résisté aux mêmes forces de traction que le pignatex. Comparé au cuir, chaque succès d'année a ses faiblesses. Mais ce n'est pas forcément gênant, compte tenu des points forts de chaque gamme de produits. Pour le liège, nous avons pu constater que le matériau offrait moins de résistance au pliage et avait tendance à se déchirer rapidement. Son utilisation n'est donc pas recommandée dans la fabrication de chaussures, puisque la contrainte de flexion est permanente. Pour les portefeuilles, en revanche, rien ne s'oppose à l'usage du liège, car il y a moins de flexion et parce que le fond peut être stabilisé. Le pignatex est une alternative intéressante qui résiste aussi bien au pliage qu'à la traction. Il existe donc d'ores et déjà des matières tout à fait prometteuses. Chercheurs et stylistes en matériaux n'ont pas fini de nous surprendre. Nos étuis pour portable sont terminés. Ou presque. Je me demande combien de temps ils vont tenir. Et si le portable va y entrer? En effet. L'heure de vérité? Il est trop étroit. On appuie fort
Voilà. J'y arrive pas. Je ne sais pas si j'arriverai à le ressortir un jour, mais il a l'air bien protégé. Jessica, à ton avis, quand tes matériaux seront-ils opérationnels? J'ai déjà soumis un projet de recherche et s'il est accepté, j'aurai le feu vert. Disons que d'ici 3 ans, nous aurons une matière et un produit commercialisable. Formidable. Tu auras des nouvelles de nos étuis. J'y compte bien. On te tient au courant. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Je suis très impressionné. Remplacer le cuir exige beaucoup de créativité. Mais cette recherche de produits de substitution est indispensable. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait faire des choses pareilles avec une pastèque. Dès que c'est sur le marché, j'achète. L'avantage de cet arrondi, c'est qu'il amortit les chocs. On dirait vraiment du cuir. C'est vivant. J'adore la texture. C'est génial. Allez, à bientôt. Ça a une texture assez intéressante, je dois dire. Ça tient bien. Tout à fait. Et c'est comme le cuir, ça s'assouplit. Je suis vraiment impressionnée. C'est bluffant.